Dans ce nouveau Zoom Psycho, je suis ravie d'accueillir Célia Couder, qui est thérapeute holistique. Elle aide les autres à se libérer des blessures et des traumas. Et donc pour ça, elle a plusieurs techniques. Elle va utiliser la psychothérapie, l'hypnose, la PNL, le Reiki ou encore des thérapies corporelles. Et avec Célia, on va parler des relations toxiques. Et ça m'a intéressé d'avoir son éclairage à ce sujet parce qu'il y a pas mal de confusion sur ce qu'est une relation toxique, ce qu'est un pervers narcissique par exemple. C'est un sujet assez vaste que j'ai découpé en 3 épisodes. Et dans le premier, celui que vous allez donc écouter, on a notamment parlé de ce qui définit une relation toxique, d'où provient cette toxicité, de la différence entre relations toxiques et personnes toxiques et leur comportement type. Vous allez voir, c'est un épisode assez passionnant et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Célia, comment ça va? Je vais bien et toi? Très bien. Mais écoute, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. On va parler d'un sujet dont on entend beaucoup parler dans les médias, sur les réseaux sociaux et qu'on peut tous vivre un jour, ce sont les relations toxiques. On va aussi parler de manipulation qui peut faire partie des relations toxiques. Et je suis très contente de t'avoir sur le podcast parce qu'on est beaucoup à mal comprendre ce que c'est réellement, ce que ça implique. On parle aussi à tort et à travers de pervers narcissiques. Du coup, tu vas pouvoir nous aider à nuancer tout ça, à y voir plus clair et puis nous apporter aussi des éléments de réponse, des solutions pour arriver à en sortir. Et donc vient naturellement ma première question qui est donc qu'est-ce qu'une relation toxique? Ça veut dire quoi toxique? Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot? Alors, je vais remettre les choses dans le contexte. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler justement de toxicité. Ce qui est toxique, en fait, c'est justement des incohérences à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, dans la société, on nous pousse de plus en plus à être productif, de plus en plus à être dans un monde d'apparence, un monde superficiel où tout est basé, en fait, pour falsifier l'image. C'est-à-dire que on va avoir des produits, on va avoir un ensemble de choses vis-à-vis de nous-mêmes aussi quand on fait des rencontres. On est rarement soi-même, on est toujours à donner une image de soi. Et cette image de soi fait que déjà on n'est pas complètement nous-mêmes et qu'on va de plus en plus vers des désirs, toujours de plus en plus à pousser car c'est jamais satisfaisant, et donc plus on masque les choses et plus on va vers de la toxicité en fait. Parce qu'on n'est pas nous-mêmes. Oui, parce qu'on n'est pas nous-mêmes, parce qu'on se cache derrière des masques sociaux en l'occurrence, parce que la société nous pousse de plus en plus justement à ça. Elle nous pousse à être dans le paraître, à être dans des désirs toujours plus forts. On magnifie les choses en fait de plus en plus. On les laisse pas telles qu'elles sont, comme si c'était pas suffisamment correct, on va dire. Et donc on finit par oublier nos valeurs. On finit par ne plus être dans la vérité justement des choses et d'un éloignement en fait d'une réalité. Donc on masque en fait en permanence la réalité des choses. Et du coup, c'est ce qui rend une relation toxique quand on n'est plus dans l'authenticité et la vérité? En fait, ce qui rend la toxicité, c'est que l'homme, de plus en plus, comme il est dans le paraître, il s'éloigne de lui et il est de plus en plus vers des désirs qu'on lui demande d'être. Et donc, l'homme se coupe en fait de plus en plus de lui-même. C'est-à-dire qu'il se coupe de son essence profonde, il va de plus en plus vers une perte d'énergie, il va de plus en plus vers un mal-être à l'intérieur de lui-même, il va de plus en plus vers des problèmes de santé, toujours après la course à la production, toujours la course au paraître, toujours la course à ce qu'il faut, je dois, mais du coup, il s'éloigne de plus en plus de lui, et donc ça masque tout. Et donc, du coup, il est vide de son énergie, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'il est vide de lui-même pour être au service du paraître de plus en plus. Donc, du coup, la personne va vieillir de plus en plus vite. Elle va s'éloigner de plus en plus de son centre. Et donc, du coup, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer quand on s'éloigne de soi et qui nous emmène vers des relations toxiques et de la toxicité vis-à-vis de soi? C'est qu'on commence à être dans de la survie. Quand on parle de survie, en fait, c'est-à-dire qu'on va mettre des stratégies en place
pour pouvoir sauvegarder cette fameuse image aux yeux des autres et aux yeux de soi aussi, hein, parce qu'on ne se ment pas que les autres, on ment à soi-même aussi. Et donc, du coup, ces stratégies et cette survie va se dérouler en plusieurs plans, qui va faire que la survie en elle-même va justement être négative pour l'autre. C'est-à-dire que c'est des défenses qui sont mises en place, et ces défenses-là vont nuire à un moment donné à l'autre. C'est-à-dire que on s'éloigne de plus en plus du monde intérieur pour être au service en fait de soi, de son paraître, de son image. Donc on va être de plus en plus auto-centré, ce qui fait qu'on va finir par être de plus en plus dans l'égocentrisme en fait. Et donc dans cet égocentrisme-là, justement, on va mettre de la survie en place pour pouvoir sauvegarder cette image-là. Et ce qu'on peut dire de la toxicité, c'est que c'est sur quatre piliers qui sont importants. Dans ces piliers, pour savoir si on est dans une relation toxique ou pas, il faut vraiment garder en tête 4 choses. C'est le manque de liberté, le manque de respect, le manque de clarté et le manque d'équilibre et de réciprocité. À partir du moment où ces 4 choses ne sont pas là dans une relation, on peut déjà parler de toxicité. Ensuite, la manière dont cette toxicité va se passer, donc la manière dont les choses vont être, ça va se dérouler en 3 choses. C'est soit de la domination, soit on est sur de la manipulation, soit on est sur de l'influence. Et donc, du coup, la relation toxique va utiliser soit les 3, soit un des 3, soit 2, tout dépend on va dire, du niveau de toxicité après. On a au début de la toxicité qui est plutôt des comportements toxiques. Après, on va de plus en plus vers du relationnel toxique. On peut aller également vers de la pathologie ou vers des personnalités toxiques. Ce sont des choses complètement différentes. Et justement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens ne font plus la différence avec tout ça. C'est ça qu'on a tendance, je trouve, à confondre les relations toxiques avec des personnes toxiques, et c'est un peu différent parce qu'une relation toxique, en fait, c'est tout simplement peut-être juste le fait d'être mal dans une relation, alors qu'elle soit dans le domaine professionnel, amical, amoureux. Oui. On peut les retrouver un peu partout, dans tous les domaines de la vie. Et donc, ce qui pourrait peut-être faire la différence, c'est qu'une relation toxique, c'est juste une relation où on est mal, on n'est pas soi-même, une relation qui nous fait pas du bien, qui ne nous correspond pas. Alors, et ce qui est différent d'une personne toxique en soi, quoi. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est vide de soi, c'est-à-dire qu'on n'est plus avec soi. On est vraiment dans du perfectionnisme, dans de l'image, dans il faut, je dois me présenter de telle manière, je dois être de telle façon. Et du coup, ça nous éloigne complètement de soi, parce que la toxicité, quand j'ai parlé de manque de clarté, par exemple, des comportements toxiques, ce sont des personnes qui n'oseront pas dire non, parce que dire non, c'est une certaine façon de nuire à leur image ou de blesser l'autre, il y a toujours un contexte extérieur qui va faire que je ne vais pas le faire. Donc il va y avoir cet aspect-là, il va y avoir... En fait, c'est d'abord une toxicité par rapport à soi-même. Par rapport à soi-même, puis par rapport aux autres. De ne pas dire non à soi, on ne va pas arriver à dire non aux autres non plus, en fait, tout simplement. Et donc, à un moment donné, ça nous pousse à viser de l'excellence, à viser un idéalisme de quelque chose qui n'est pas du tout soi. Et on va en faisant ça, on va toujours vers c'est jamais assez. Il faudra toujours faire plus, justement, toujours aller dans des désirs de plus en plus grands, de plus en plus dans la consommation, parce que la société nous pousse à ça de plus en plus aujourd'hui. Et du coup, on va mettre justement pour sauvegarder cette image-là de la protection déjà et de la survie pour pouvoir faire face. Mais ça va nuire à l'autre. Donc de dire non, ça peut effectivement rassurer la personne de dire non, de fuir ou de ne pas oser dire, mais de l'autre côté, elle n'est pas dans une clarté avec l'autre, mais avec elle-même d'ailleurs. Quand tu parles de survie, comment ça se concrétise ? Comment ? Quand tu parles du système de survie qu'on mettrait en place, ça se manifeste comment en fait concrètement ? Alors, au niveau des survies, la première survie qu'on va utiliser, c'est beaucoup... Alors, certaines personnes vont l'utiliser plus que d'autres. Ça va être l'égocentrisme. C'est-à-dire que l'égocentrisme, d'où le mot égo, je ne parle pas d'égoïsme, mais bien d'égocentrisme. Ce sont bien 2 choses différentes. L'égoïsme, c'est penser à soi, bien sûr, mais sans forcément renier l'autre. Alors que l'égocentrisme, c'est
automatiquement autocentré. C'est-à-dire que la personne ne sort pas de son monde à elle, c'est-à-dire ses désirs, ses besoins, ses envies sont tournées autour d'elle. Donc du coup, dans l'égocentrisme, en fait, l'autre devient un objet, devient une utilité pour la personne. On n'est pas du tout dans la réciprocité, du coup, on est vraiment dans « je suis au service d'une personne ». Donc ça, c'est la première survie qu'on va utiliser. La deuxième survie, assez classique aussi, c'est les personnes qui peuvent être envieuses ou jalouses. Il y a une grande différence aussi entre envieux et jaloux, c'est que dans le côté envieux, il va y avoir une personne qui est dans un mal-être, qui est triste, qui est insatisfaite d'elle-même, mais l'envie va faire qu'elle va envier une autre personne, même si au fond d'elle, elle veut pas forcément être ou avoir ce que la personne elle a, mais ça ne lui satisfait pas. Donc ça pousse des gens à utiliser de la moquerie, à utiliser une forme de rabaissement, de dénigrement, de sarcasme, en fait, dans le côté envieux, on va enlever la joie de la personne, en fait, d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est comme si c'était mal que elle se sent bien parce que l'autre ne se sent pas bien. Donc, on est vraiment dans ce côté-là. Alors que le jaloux, c'est plus je veux avoir ce que l'autre a. C'est pas tout à fait pareil. Et du coup, dans le jaloux, pareil, ce sont des personnes qui vont utiliser un ensemble de choses pour pouvoir avoir ce que l'autre il a. Donc ça peut être ce qu'on appelle aussi les opportunistes. Les personnes opportunistes peuvent être des personnes jalouses aussi, et donc elles vont profiter d'une situation pour leurs dépens à elles en utilisant l'autre. Donc c'est une forme de toxicité aussi, puisqu'on ne tient plus compte de l'autre. Il faut bien se rappeler, j'ai vraiment redit et je le redirai, on n'est plus du tout dans un équilibre, dans une réciprocité, c'est qu'on fait les choses pour soi. Ouais. Et on se sert donc de l'autre. L'autre devient un objet. Donc ça, c'est la deuxième. Voilà. Donc du coup, l'envieux ou le jaloux va pousser l'autre en fait à le mettre au même niveau que lui pour que lui puisse se rehausser et retrouver une certaine estime à travers l'autre. Donc voilà, dans le côté deuxième survie. Après, on va avoir aussi les perfectionnistes. Ils font partie aussi évidemment de cette catégorie de survie parce qu'eux sont dans le but de viser l'excellence. Tout tourne autour d'eux dans le sens qu'il y a qu'eux qui ont raison, il y a qu'eux qui savent mieux que les autres parce que ils ont estimé qu'ils ont des meilleures connaissances, qu'ils ont une meilleure façon de voir les choses. Ils sont beaucoup plus dans le détail. En soi, c'est pas mal. Simplement, ça devient négatif à partir du moment où l'autre considère que seul lui détient la vérité ou que seul lui détient les choses, en fait. Et donc, il peut prendre en compte l'autre encore une fois. Voilà. Donc, on est vraiment dans la quête qui dit perfection dit forcément défaut. Ça va dire également que l'autre, ce qu'il fait, c'est moins bien, donc ça le dévalorise. De toute façon, on est dans une dévalorisation déjà vis-à-vis de soi dans le perfectionnisme, mais on l'est d'autant plus avec l'autre, puisque l'autre va dire ce que tu as fait, ok, mais en fait, faudrait faire comme ci, faudrait faire comme ça. Donc ça dénigre l'autre, en fait. Ouais. On ne tient plus compte de l'autre, on tient compte que en fonction des critères d'une personne qui est dans ce perfectionnisme, justement. Et donc, elle va venir parasiter à un moment donné l'estime de l'autre et la confiance en l'autre. La phrase, c'est vraiment c'est comme ça et pas autrement, et ça devient c'est jamais assez. Donc on pointe toujours en fait finalement ce qui va pas. On tient pas du tout compte de ce qui va, on tourne tout autour de ce qui va pas. Donc à un moment donné, forcément, ça va rabaisser l'autre et ça va mettre l'autre dans une énergie qui est beaucoup plus négative. Donc ça, c'est la deuxième survie. Ensuite, la troisième, on est plutôt sur de la diversion. Donc là, quand on parle de diversion, souvent, ce sont des gens qui se livrent peu. C'est-à-dire que ils vont être présents, ils vont vous écouter, ils vont vraiment avoir une forme de qualité de présence, mais eux vont très peu se livrer. Donc c'est une façon de se cacher, c'est une façon de ne pas se livrer vis-à-vis de l'autre, ce qui fait qu'à un moment donné, ça flatte au début la personne parce qu'il se dit tiens, elle parle pas beaucoup, c'est chouette, moi je suis mis en avant. Mais en fait, il y a un piège derrière ça aussi, c'est que ça pousse l'autre à se livrer plus. Donc forcément, l'autre va créer une attache beaucoup plus forte. Il va donner beaucoup plus de son intimité que l'autre. Et à partir de ce moment-là, on est encore une fois plus du tout dans cette réciprocité et dans cet équilibre, puisque ça va commencer à donner du pouvoir à l'autre. Celui qui parle peu va créer un pouvoir sur l'autre, puisque l'autre ne se livre pas.
Et l'autre personne qui se livre, celui qui ne se livre pas a accès à beaucoup plus d'informations que celui qui se livre, en fait. Et donc accès aussi à ces failles. Enfin, on pourra parler après des manipulateurs plus tard. Mais oui. Et donc, à un moment donné, l'autre va rien renvoyer, et donc ça va créer ce déséquilibre-là, et donc l'autre va avoir un pouvoir, parce qu'il va avoir des connaissances, il va avoir un ensemble de choses, de l'intimité de l'autre que l'autre n'a pas. Donc c'est une diversion, donc l'autre va rester dans un paraître, justement, dans une certaine façade, et au final, il n'est pas complètement lui-même, donc on est aussi dans un manque de clarté. Et c'est comme ça que ça va nous amener de plus en plus vers la manipulation, en fait. Puisque l'autre, tout est fait pour que l'autre s'ouvre et qu'il lâche un petit peu sa résistance et, comment je peux dire, qu'il lâche un peu le contrôle, finalement, l'autre. Et là, c'est là que va commencer à profiter l'autre personne, en fait. Mais ça, c'est un peu des comportements inconscients qu'on a ou Oui, ça peut être un comportement inconscient de protection, et pour d'autres, c'est un comportement conscient. Okay. Ça dépend des personnes. Ça dépend après ce qui va suivre derrière, en fait. Soit on est dans une personne extrêmement réservée, donc ça peut être inconscient et une forme de protection, comme on l'a dit, de défense. Soit c'est une personne qui va utiliser ce silence pour que l'autre lâche les choses, pour pouvoir avoir une emprise après par la suite sur cette personne-là, parce que cette personne elle se sera ouverte, alors que l'autre non, et du coup, l'autre va pouvoir avoir plus d'impact sur l'autre, en fait, puisque l'autre s'est livré, puisqu'il s'est ouvert. Il est plus vulnérable. Et donc, il va être il va s'ouvrir et avoir une vulnérabilité plus présente, des failles beaucoup plus présentes aussi, selon la confiance qu'on donne à l'autre. Et du coup, ça devient négatif, ça devient toxique. Ensuite, on a une autre survie aussi, c'est les personnes intrusives. Alors là, c'est l'inverse. C'est qu'on a des personnes qui ne se livrent pas. Et ensuite, on a des personnes qui, au contraire, vont se livrer, mais tout de suite au premier abord. Et là, ce sont des personnes qui ne nous laissent pas le temps de nous livrer. Elles nous imposent une façon d'être tout de suite. Exemple, tu vas à une soirée ou autre, la personne, elle se livre en racontant déjà ses problèmes, ce qui va pas. Et du coup, à un moment donné, toi, tu te sens obligé de te livrer en fin de compte. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Et du coup, indirectement, ça met une pression. Donc, on est dans cette perte de réciprocité où on ne tient plus compte de l'autre. On est dans je t'impose de parler toi aussi, en fait. Et donc, du coup, ça devient intrusif puisque la personne n'a rien demandé au début et elle se sent quelque part attachée à cette personne déjà par le fait qu'elle lui oblige à se révéler. Mais du coup, c'est une intrusion. On oblige l'autre à se livrer. Ensuite, on en a un autre de survie aussi que là, beaucoup, je pense, vont se reconnaître, c'est se plaindre. Donc, pareil, la plainte, c'est une façon d'attirer l'attention sur l'autre. C'est une façon de prendre de l'énergie de l'autre, de toujours amener les choses au négatif pour avoir de l'attention. Et donc, ça devient toxique pour l'autre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la personne se vide de son énergie. En fait, tout simplement, c'est qu'elle va donner de l'énergie, elle va donner de l'aide, elle va donner de son temps, de son énergie, de son argent, ça dépend de son affection. Et à un moment donné, l'autre, c'est jamais assez, c'est toujours dans la plainte pour avoir encore plus, pour toujours plus. Et à un moment donné, l'autre va s'épuiser. Et du coup, la personne va se mettre dans une victimisation qui va finir par être toxique pour l'autre. Et donc, donc du coup, dans ces survies-là, donc, sont des comportements qui sont remédiables. C'est-à-dire que ces personnes peuvent en prendre conscience, que ça passe par le filtre à l'intérieur d'elles-mêmes, cette introspection qui va leur faire comprendre qu'elles ont des rapports toxiques, en fait. C'est là la différence avec des personnalités toxiques ou des pathologies. Ce sont des gens qui, eux, sur le coup, ne se remettent absolument pas en question. C'est-à-dire que ça ne passe pas du tout par leur filtre de compréhension. Ils sont comme ça, point barre. Alors qu'une personne qui a des comportements toxiques va pouvoir y remédier, va pouvoir comprendre et rectifier des comportements où elle va se rendre compte que ça peut être nuisible pour l'autre. Et il y a une forme d'empathie. Alors, il y a plusieurs catégories d'empathie, on en reparlera, mais du coup, la personne va pouvoir dire, là, effectivement, ce que tu es en train de me dire, j'en prends conscience, je vais me rectifier parce que ça te fait du mal, parce que c'est pas agréable ni pour toi, ni pour moi, on rectifie. Mais dans les personnalités toxiques et les pathologies, malheureusement, non. Surtout dans les pathologies, ce sont des structures. Or, des structures, elles sont faites comme ça, on peut pas les bousculer. Et dans les personnalités toxiques, c'est plus des personnes qui vont avoir des aspects toxiques qui vont pas du tout changer non plus. Comme par exemple des personnes victimes,
Les vraies personnes qui se complaient dans la victimisation sont des personnes qui ne se remettent absolument pas en question. Non, au contraire, elles encouragent. Ah non, au contraire, elles vont encore plus. Ouais. C'est devenu un rôle dans lequel elles se complaisent dedans, et c'est même leur image où ça leur plaît. Ça leur plaît d'être comme ça. Mais elles vont dire que non par devant, mais ça leur plaît. Mais d'ailleurs, je me disais, c'est quoi un peu le curseur pour définir une personne de toxique ? Tu vois, parce qu'il y a pas mal de personnes qui, qui vont pas forcément être agréables, qui vont être souvent dans la critique, un peu on en parlait juste avant, mais un peu de victimisation. Mais c'est quoi un peu le curseur pour définir qu'une personne est toxique en soi ? Parce qu'au travail, on peut avoir, un collègue, une collègue. Pas forcément toujours très sympathique, peut-être des gens qui vont s'amuser à répandre des rumeurs ou à créer un petit peu, parce que ça les amuse de créer un peu des problèmes entre des personnes, parce qu'ils s'ennuient, je sais pas. Donc c'est quoi un peu le curseur pour définir qu'une personne est toxique en soi ou qu'elle a un comportement en tout cas toxique ? Ce qui va faire la différence, c'est la répétition. Oui. C'est-à-dire que si déjà... Une personne, comme je rappelle les 4 critères, la liberté, respect, clarté, équilibre, à partir du moment où on met une limite, qu'on dit à l'autre ça me convient, ça me convient pas, on rectifie le tir, et que la personne n'entend toujours pas et elle continue, et qu'en plus elle le sait pertinemment, on va dans quelque chose qui justement est de l'ordre de la manipulation, de la toxicité, et donc d'une forme de domination. Donc plus la personne va employer différents mécanismes de défense, et plus elle va être toxique en fait. Et la grande différence de nuance de la toxicité, c'est que la plus grande toxicité après, c'est d'être dans le mal. C'est-à-dire que la personne va nuire à l'autre, on va faire du mal, c'est volontaire, c'est une façon de détruire l'autre. Là, on est dans la haute toxicité. Et après, on a des toxicités plus basses. Alors après, bien évidemment, quand je parle de destruction de l'autre et tout, là, je parle vraiment de pathologie. Une des pathologies les plus élevées, c'est les sociopathes. Et en dessous des sociopathes, on a les pervers narcissiques. Et après, en dessous, on a les narcissiques. Et après, on a les opportunistes, les personnes égocentriques, même si les égocentriques font partie des narcissiques aussi. On va avoir plusieurs aspects, et dans ces aspects, c'est vraiment différent des comportements. C'est-à-dire que la personne va utiliser dans un contexte un comportement toxique, alors que dans la pathologie, la personnalité, c'est en permanence. C'est en permanence, et ce qui fait la grande différence aussi, c'est vis-à-vis de la personne qui subit ça, jusqu'où elle ressent le négatif en elle. C'est-à-dire que plus elle se sent mal pour aller au travail avec la boule au ventre, la peur d'être terrorisée, par exemple, de son chef ou de son compagnon, ou qu'elle va mettre des stratégies pour fuir, pour éviter de dire les choses, on commence à aller vers quelque chose qui devient dramatique. Et là, on commence à aller vraiment vers une toxicité qui est en train d'impacter la personne elle-même, en fait, c'est-à-dire son estime, sa confiance, et ça va diminuer au fur et à mesure. C'est là qu'on voit que la toxicité prend une ampleur colossale, qui fait que la personne perd en fait de sa maîtrise d'elle-même. Et elle commence à être intoxiquée. Et une intoxication commence comme ça. Commence par des petits détails répétitifs qui finissent par être après de gros détails de plus en plus. Pourquoi ? Parce que la personne n'a pas de limite. La personne toxique n'a aucune limite et ne tient absolument pas compte de l'autre, comme je l'ai dit, dans la toxicité beaucoup plus avancée. Et donc, à un moment donné, forcément, si on respecte pas le besoin, l'intimité et la limite de l'autre, c'est une intrusion, et on empiète sur l'autre. Donc, du coup, si on empiète, ça crée une emprise. Et c'est à ce moment-là où ça devient un cercle vicieux. Justement, c'est qu'à un moment donné, l'emprise, ça crée une dépendance. C'est-à-dire la victime, c'est un peu le syndrome de Stockholm, non ? C'est-à-dire que la victime, a une certaine affection pour son bourreau, en tout cas, reste sous son emprise. Alors après, ça peut amener vers du trauma, ou effectivement, ça peut emmener vers le syndrome de Stockholm, où on finit par être en adoration à son bourreau, en fait. Alors oui, il y a des personnes comme ça, mais c'est pas forcément que ça. Ça peut créer ce qu'on appelle aussi du stress post-traumatique, répétitif, puisque la personne est dans la peur en permanence. Et donc, à un moment donné, ça va nuire à son équilibre, ça va nuire à au système nerveux, entre autres.
et ça va la mettre dans un stress chronique. Et ce stress chronique va engendrer en fait de la fatigue, une énorme fatigue, un brouillard mental qui va se créer de plus en plus, et la personne, elle est plus maître d'elle-même, en fait, elle est dans un brouillard, elle est manipulée dans quelque chose qui la dépasse. Et c'est là où on rentre dans une vraie toxicité nuisible. Après, ça dépend, voilà, mais de ce que je suis en train d'expliquer là, ce qui est important, c'est de voir qu'on n'est pas obligé dans du pervers narcissique pour avoir ça. Non, ça peut être à l'échelle plus basse aussi. Voilà, parce qu'aujourd'hui, le problème aussi, c'est que les gens, dès que ça va plus dans un couple, la personne avec qui j'étais, dès que ça va plus et qu'on se sépare, c'était un pervers narcissique. Non, ce sont des accusations graves, parce que c'est grave, parce qu'on parle d'une structure, d'une personnalité, et du coup, il en existe, bien sûr, mais il n'en a pas tant que ça non plus. Mm-hmm. On rencontre beaucoup plus de narcissiques que de pervers narcissiques, parce que dans narcissique, on rajoute le mot pervers. Donc, et pervers, ça veut dire que la personne n'a aucune conscience même de l'autre. Oui, elle ne tient pas du tout compte de l'autre. L'autre est un objet. Ouais. L'autre est un outil, est un objet et un miroir pour le narcissique et pour le pervers narcissique, un miroir à soi, pour se redonner l'image défaillante qu'il a à l'intérieur de lui-même. Et donc, du coup, il a besoin de l'autre, donc du miroir de l'autre, donc du regard de l'autre, pour lui renvoyer cette image qu'il a besoin de maintenir, en fait, le narcissique et le pervers narcissique. C'est comme dans la mythologie grecque, quand on parle de Narcisse. Mm-hmm. Narcisse, quand il se regarde le reflet sur l'eau, le reflet, c'est le miroir, l'image qu'il a envie d'avoir et l'image qu'il se donne pour pouvoir maintenir un équilibre à l'intérieur de sa structure, en fait. Et donc, dans ce miroir-là, donc ça, c'est le miroir qui renvoie, mais du coup, que l'autre va lui renvoyer également. Mais là, la différence entre pervers narcissique et juste narcissique, c'est que le pervers narcissique va jubiler du mal qu'il fait. Oui. C'est-à-dire il va aimer voir l'autre souffrir et il va jouir de cette souffrance, oui. Il va jouir de cette souffrance-là. Maintenant, comme je l'ai expliqué, c'est dans un conditionnement bien ancré à l'intérieur de lui. C'est-à-dire qu'il est dans un schéma d'une structure mentale qui n'est pas la nôtre. Et c'est ça qui est difficile pour les gens à comprendre. C'est que, déjà, plus on veut le comprendre et plus on l'excuse. Or, faut pas l'excuser. C'est réellement une pathologie, c'est réellement un problème pour l'autre, mais c'est lui-même qui est le plus perdant dans cette histoire. Pour moi, le pervers narcissique, il est vraiment dans une forme de malédiction avec lui-même, en fait, parce qu'il est en survie avec lui-même, il a besoin de l'autre pour vivre, donc c'est un prédateur, et là on commence à aller vers de la haute toxicité, de la différence d'une personnalité toxique plus basse, qui va être comme le côté victime, le côté rabaissement, etc., critique, les critiqueurs et tout. Là on est que sur un ou deux domaines, là on est vraiment tout regroupé, en fait. Mm-hmm. Le pervers narcissique regroupe tous ces éléments-là, et du coup, il va choisir sa proie. C'est-à-dire que c'est un prédateur, il a besoin d'une proie pour survivre. Voilà, donc l'autre est une proie, clairement. Rien de plus. À la différence de personnalités plus basses, on va dire, moins dangereuses, toxiques, il y a une phrase de John Mark Green qui dit « Les personnes toxiques s'attachent comme des parpaings à vos chevilles pour vous inviter justement à nager dans leurs eaux empoisonnées. » Donc c'est comme ça qu'on se fait prendre, en fait. C'est qu'on finit par être englué dans cette toxicité, et à un moment donné, quand on est englué pendant longtemps dans cette toxicité, on est tellement habitué, on se rend plus compte. Et donc, pour revenir au comportement toxique aussi, alors il y a évidemment le perfectionnisme, comme je l'expliquais, ne pas savoir mettre des limites, ne pas savoir dire non. Les personnes qui sont colériques en permanence vont être toxiques aussi pour l'autre. Ceux qui sont dans le jugement de l'autre sans connaître, dans les jugements vis-à-vis de la personne et pas vis-à-vis de comportement, c'est encore différent, je préfère le préciser aux gens. On a le droit de ne pas être d'accord sur un comportement de quelqu'un pour le rectifier, mais on n'a pas le droit de juger la personnalité et l'être. Là, ça commence à être nuisible. À partir du moment où l'autre commence à dénigrer la personne, c'est toxique. Alors que quelqu'un qui est en train de dire non, mais là, j'aime pas trop ta façon de réagir, c'est pas comme si je n'aime pas qui tu es. Ouais, c'est très différent. Vous voyez, il faut bien nuancer les choses.
Après, on a les insultes, le rabaissement, le manque de respect, celui où on ne tient pas compte des besoins de l'autre, où on tient compte que de ses propres besoins, comme je l'expliquais, l'égocentrisme. On va avoir aussi une infantilisation de l'autre aussi. On va utiliser également tout ce qui est... dans la toxicité, on va compter aussi le syndrome du sauveur. Hein. À un moment donné, le sauveur, qu'est-ce qu'il fait? Il va aider l'autre sans que l'autre ait rien demandé. Et c'est là qu'après, on rentre dans ce schéma relationnel qui devient négatif. C'est le fameux triangle de Karpman, qui est le sauveur, le bourreau et la victime. Et du coup, on passe par les trois et il faut à un moment donné sortir de ce schéma-là. Dans toutes les relations toxiques, de toute façon, on est dans ce schéma. Peu importe ce qu'elle est. On est dedans, quoi. Et je voulais juste avoir une petite précision sur le pervers narcissique, c'est que lui, il est difficilement décelable dans le sens où il peut l'être que dans un domaine de vie. Et que, par exemple, c'est pour ça que pas mal de victimes ne sont pas crues, dans le sens où la personne va être radieuse, hyper sociable en société avec les autres à l'extérieur, mais avec sa victime, elle va se montrer sous un autre visage et être odieuse. Oui. Ce que je veux venir aussi en parlant, avant de parler de pervers narcissique, c'est là où on commence à aller dans le côté nuisible et négatif, et toxique donc. C'est que une personne qui a juste des comportements toxiques, comme je l'ai expliqué, va pouvoir se rectifier. Or, une personnalité toxique, elle va aller beaucoup plus loin dans ce qu'elle fait. Elle va utiliser beaucoup plus de choses, elle va aller beaucoup plus loin et surtout, il va y avoir une forme donc, de négativité permanente, une forme, je dirais aussi, de noirceur. Ce sont des personnes qui ont une grande noirceur à l'intérieur d'elles-mêmes et elles vont beaucoup manquer d'empathie, donc elles sont de moins en moins connectées au cœur. Et puis, elles utilisent les autres comme des objets, elles sont sans remords qu'elles blessent ou qu'elles blessent pas. Elles ne se remettent jamais en question, elles n'ont aucun respect pour les autres. Elles ont donc des comportements permanents de victimisation et d'égocentrisme, comme je l'ai expliqué. Elles rejettent tout à l'extérieur, elles n'admettent rien. Elles ne recherchent pas du tout à s'améliorer, elles ne sont pas du tout dans ce truc-là, c'est comme ça et point barre. Et elles trouvent toujours des excuses à leur comportement toxique que c'est la faute de l'autre. Et là, justement, ce que je suis en train de décrire fait partie des narcissiques, des pervers narcissiques et autres pathologies. Et donc, à partir de cette noirceur de plus en plus présente, ce sont des personnes, donc je rappelle, qui sont vides à l'intérieur d'elles-mêmes. Et comme elles sont vides, elles ont besoin de combler. Donc ce gros vide. Et donc comment elles font pour le combler? Donc elles vont le compenser par un rehaussement d'un faux ego, donc d'une fausse image de soi, pour pouvoir se nourrir, de combler ça. Donc ça va utiliser le contrôle, ça va utiliser donc le luxe, ça peut utiliser les apparences, la soif de pouvoir, ça peut être aussi dans des dépendances aux drogues éventuellement. Elles vont utiliser toutes ces choses-là pour maintenir cette image. Parce qu'à la base de ça, c'est des personnes qui n'ont aucune estime d'elles-mêmes. Elles ont aucune estime d'elles-mêmes, en fait. Ouais. Elles sont dans une très basse estime d'elles-mêmes. Donc, elles sont dans des failles narcissiques qui amènent après à une pathologie narcissique pour certaines personnes. Mais tout le monde a plus ou moins des failles narcissiques. Les failles narcissiques, c'est à partir du moment où on a vécu des traumatismes dans l'enfance, où on a vécu des événements douloureux, même récents, pas forcément que liés à l'enfance, on commence à aller vers des failles narcissiques, c'est-à-dire une perte de confiance en soi, une perte d'estime de soi, une perte de la valorisation de sa propre image. Et là, on commence à aller vers la toxicité. Aussi, parce qu'on va utiliser des comportements qui vont être en protection vis-à-vis de nous, mais qui vont nuire à l'autre. Exemple de failles narcissiques assez courantes, la susceptibilité. Quelqu'un va dire quelque chose gentiment, l'autre va se vexer, ça va prendre une ampleur beaucoup plus importante que c'est. Et donc, comme la personne se sent blessée dans cette susceptibilité, qu'est-ce qui se passe? Elle attaque. Donc, elle va attaquer par des sarcasmes, elle va attaquer par du silence, par exemple, le passif-agressif. Elle va attaquer par du chantage affectif, elle va attaquer par du contrôle, elle va attaquer par du rabaissement. Bref, je pourrais en citer beaucoup plus. Mais ce que je suis en train de décrire là, ce sont des failles narcissiques qui n'emmènent pas forcément à une pathologie.
C'est un comportement toxique. Mhm. Par contre, après, effectivement, il y a des personnes chez qui c'est devenu une habitude, chez qui c'est devenu leur mode de vie, et à partir du moment où on ne se remet pas en question et qu'on ne veut pas reconnaître, on est dans une personnalité toxique. Donc on peut, comment dire, c'est pas forcément de l'inné, quoi. C'est ça qu'on peut le devenir, cette personnalité toxique. Oui, on peut le devenir. Après, on peut le devenir, c'est-à-dire qu'il peut se passer des choses dans l'enfance, et à un moment donné, dans cette enfance, si on a été dans le déni, ou si on n'a pas suffisamment développé des parts de soi, ce qu'on appelle des développements cognitifs, entre autres, l'empathie par exemple, mais comment je dirais, la conscience de soi, si elle n'est pas suffisamment présente, va faire qu'à un moment donné, il va y avoir du refoulement. Et dans ce refoulement, en fait, on va avoir des comportements, s'ils n'ont pas été vécus, vont être refoulés à l'intérieur donc de la personne, donc de l'inconscient, et comment elle va gérer ça. C'est là la grande différence. Il y a des personnes qui vont libérer leur colère pour dire « je suis pas d'accord, je vais me rebeller, je vais réagir ». Donc ça peut être toxique, mais ça l'est moins. Il y a d'autres personnes chez qui c'est passif, c'est-à-dire qu'elles vont tout intérioriser. Et à un moment donné, à force d'intérioriser, ça va amener à des frustrations. Ça va amener à des frustrations, des pulsions de plus en plus incontrôlées. Et donc là, la personne va devenir de plus en plus impulsive à des moments donnés. Et là, on commence à aller vers de la toxicité. En fait, la personne commence à devenir toxique parce qu'il y a un moment où il y a besoin de libérer cette charge émotionnelle. Et tout dépend comment on va la gérer. Donc, il y a des gens qui vont pouvoir la gérer en l'exprimant. Et il y a des gens qui vont pas du tout la gérer et qui vont, au contraire, la retourner à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc, s'autodétruire aussi d'une certaine façon. Et du coup, ils vont être nuisibles. Ils vont avoir de la violence. Ils vont mettre de la pression. Et ils vont faire subir. Ça dépend du degré de la gestion de cette frustration, entre autres. Qu'est-ce que je peux dire ? Et donc oui, j'ai un exemple là qui me vient de personnalité toxique où n'importe qui peut le devenir. C'est qu'à partir du moment où on a du ressentiment, à partir du moment où on n'exprime pas les choses et on garde le silence et on commence à utiliser la manipulation, le chantage, un ensemble de choses pour ne pas avoir à aller dans ce mal-être, donc sous forme de protection, on a le rancunier. C'est une personnalité, tout le monde, à un moment donné, si on fait pas un travail sur soi, peut devenir rancunier. Donc la rancune, c'est quoi ? C'est que la personne renvoie toujours une image parfaite d'elle-même, mais que derrière cette image parfaite, et je dirais cette personne charmante qu'on peut voir, ou cette personne agréable, gentille, bienveillante au premier abord, en fait, a beaucoup d'hostilité à l'intérieur d'elle-même. En fait, elle a une violence à l'intérieur d'elle-même qu'elle n'exprime pas, et qui va finir par créer une exigence vis-à-vis de l'autre, et cette exigence crée une forme de dette à la personne. Ou en gros, si tu corresponds pas à ce que je te demande, à ce que je veux, je vais te le faire payer. Mais cette violence peut aussi se retourner contre la personne elle-même. Oui. Oui. Elle se retourne contre elle-même parce qu'elle s'empoisonne, mais elle empoisonne les autres. Parce qu'en fait, je donne des exemples qui me viennent comme ça. Une personne qui a beaucoup subi dans les relations affectives, par exemple, et qu'elle n'a pas libéré ses relations, à un moment donné, cette charge est encore présente à l'intérieur d'elle-même, et donc du coup, ça va créer du ressentiment, ça va créer donc de la colère qui va se retourner contre elle-même, mais à un moment donné, elle a dit « moi, je veux plus jamais subir ça », donc elle va être exigeante et elle va le faire subir à l'autre. En fait, elle va faire subir ce que elle n'a pas libéré à l'intérieur d'elle-même, et elle va demander à l'autre de remplir cette fonction. Donc elle crée une dette chez l'autre, une dette où finalement l'autre devient responsable de ses problèmes. La personne ne se responsabilise pas du tout, et donc à un moment donné, elle va se venger, elle va avoir du ressentiment, elle en veut à la terre entière, et de toute façon, c'est la faute à l'extérieur, c'est pas elle. Vous voyez, à partir du moment où la personne prend conscience que tout ce qu'elle a vécu, elle a le choix de soit continuer de subir ou soit de libérer. Si elle choisit de continuer de le subir en ne réalisant pas que ça vient aussi d'elle, de ses propres comportements à elle, et puis de ses mécanismes anciens qu'il faut peut-être qu'elle se libère, des traumas, un ensemble de choses, ou des abus, peu importe, elle finit par se rectifier. Mais si elle reste dans cette victimisation, malheureusement, il n'y a rien qui bouge, en fait, puisque de toute façon, c'est pas elle, c'est les autres. Donc c'est l'extérieur qui lui renvoie qu'elle est blessée, c'est pas elle. Mais alors comment peut cette personne se libérer de ce qu'elle aurait vécu ?
Au lieu de le garder pour elle et qu'il ait l'impression de contrôler. Pour qu'elle se libère elle-même, c'est qu'à un moment donné, j'invite toutes les personnes à se remettre en question, en fait. Qu'est-ce qui fait que je suis dans des schémas récurrents où j'ai toujours une même finalité, où je suis toujours dans un même rôle? Qu'est-ce qui fait que j'ai rencontré un tel et je finis toujours par être abandonnée, ou je finis toujours par subir, ou je finis toujours par me retrouver dans la même case de départ? Qu'est-ce qui fait que j'en arrive là? Et qu'est-ce qui fait aussi que je suis attirée par des relations toxiques? Qu'est-ce qui fait que je me mets dans des situations où je suis mal? C'est ça, oui, en fait. Vrai. La première chose vient de là. Et après, c'est de prendre conscience. Les gens doivent prendre conscience qu'on a le pouvoir de décider soit de continuer, de perpétuer quelque chose, soit de reprendre le pouvoir et de se dire stop. Enfin, vraiment de se poser des questions, quoi. Enfin, pourquoi, oui, comme tu dis, pourquoi je me retrouve toujours dans ce genre de situation, je me confronte toujours aux mêmes problématiques. C'est peut-être que nous aussi, on a notre part de responsabilité là-dedans. Voilà, quoi. tout à fait. À partir du moment où on se remet en question, on se responsabilise. Justement, on ne se déresponsabilise plus en disant si j'ai ça, c'est à cause de l'autre ou autre. Et j'en reviens encore à la société encore une nouvelle fois. C'est ce qui se passe. Quand on regarde aujourd'hui d'un point de vue de la maladie ou que quelqu'un est en train de vivre quelque chose de difficile, il n'est pas en train de se dire pourquoi j'en suis là. Qu'est-ce qui fait que j'en suis là? La question aujourd'hui, c'est non, en fait, j'en suis là parce que mon mari est ceci, parce que mon travail ça va pas, parce que mes enfants ceci cela, mais il se demande pas la question qu'est-ce qui fait que j'en suis là. À un moment donné, quand on parle de relations toxiques, si cette personne elle se pose la question de qu'est-ce qui fait que j'en arrive là, elle doit comprendre que peut-être qu'elle a des comportements toxiques, elle aussi, qui engendrent des comportements toxiques chez d'autres également. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a l'autre, le soi et la relation. Donc on est dans un trio. Donc il y a un qui perçoit, l'autre qui réagit. Et qu'est-ce que ça donne comme constat ? Donc à un moment donné, la personne, elle se pose pas la question du constat et d'elle-même dans cette histoire, c'est forcément l'autre. Vous voyez, c'est forcément l'autre qui est responsable de tout ce qui se passe. On met tout sur le dos de l'autre, mais ça c'est pour les relations, mais ça se passe exactement pour la maladie. Si je suis malade, c'est à cause des microbes. Si je suis malade, c'est parce que ceci, parce que cela. Mais à un moment donné, il y a un terrain. Ah oui, en fait, il n'y a jamais de remise en question. Voilà, il y a un terrain à un moment donné, on n'a pas les choses par hasard. Les gens, c'est le hasard de la vie. Non, il n'y a pas de hasard dans les choses. Et à un moment donné, il y a une phrase que j'avais entendue qui me fait beaucoup rire d'un thérapeute. Il disait, il y a l'attrape-nigo, mais pour qu'il y ait de l'attrape-nigo, il faut le nigo. Mais en fait, c'est parce que, on a l'impression qu'il y a toujours, on va dire, des méchants et des gentils dans l'histoire. Mais ce que tu es en train de dire depuis tout à l'heure, c'est que au final, on peut tous l'être à un moment, bourreau et victime, quoi. Oui, et voilà. Et à un moment donné, c'est de réaliser, de sortir de ce côté victime, et c'est de réaliser que les comportements de l'autre ont un lien peut-être avec nos propres comportements à nous aussi qui sont négatifs. Et puis surtout, cette toxicité ne s'étend pas que juste à la relation, c'est quelle relation on a avec soi, quelle relation on a avec l'environnement et quelle relation on a avec les relations. Parce qu'à un moment donné, la toxicité, c'est bien beau de dire on est dans une relation toxique avec ceci, cela, mais moi, dans mon quotidien, comment je suis, quelles sont mes pensées avec moi-même, quelles sont mes réactions vis-à-vis de moi-même, quelles sont les réactions vis-à-vis du monde extérieur, est-ce que je suis objective et honnête avec moi-même, ou est-ce que je continue d'être dans un déni, ou je décide par exemple de dire je vais quitter ma relation toxique parce que voilà, cette personne était toxique pour moi, mais à un moment donné, qu'est-ce qui a fait que j'ai été attirée par cette personne toxique, qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivée là, et surtout qu'est-ce qui fait dans mon environnement qui perpétue aussi cette toxicité. En général, ça va ensemble, hein. Est-ce que la personne, elle fréquente des amis qui l'attirent vers le haut, ou est-ce qu'elle fréquente des gens qu'elle est tout le temps en train d'aider et elle a plus d'énergie, elle est vidée toute la journée? Oui. C'est ça, en fait. Mais oui, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, la toxicité ne s'arrête pas qu'à une relation et à l'autre. C'est soi et l'environnement. On se l'attire aussi. Comment ? On se l'attire aussi. Voilà, c'est ça. Et la maladie, c'est pareil. Mais c'est devenu une habitude aussi. C'est que, comme je l'ai expliqué, la société renvoie toujours aux symptômes, renvoie toujours on a ça, alors on va
prendre tel truc, comme par exemple on a de la fièvre, et ben on va prendre un anti-fièvre. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a de la fièvre? Le corps, il ne crée pas la fièvre pour rien, par exemple. Il crée de la fièvre justement pour préserver l'organisme et non pas pour le nuire. Et on est dans ce problème-là, justement. Les gens, aujourd'hui, ne font plus la distinction entre des signaux d'alarme et tout de suite, c'est toxique. Et donc, du coup, ces signaux d'alarme sont là pour nous avertir de quelque chose qui va nous permettre de rectifier le tir après. Ou au contraire, on n'y fait pas du tout attention et on continue tête baissée à avancer là-dedans. C'est ça le truc, c'est qu'à un moment donné, on est dans l'évitement. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec cette histoire du paraître, de toujours être dans la perfection des choses et l'image parfaite. Et ben, on fait abstraction de tout ça. On fait abstraction de ces signaux qui sont utiles pour nous de définir ce qui va ou ce qui va pas. Non, moi j'endors tout ça. Et puis on continue de sourire alors que tout va mal. Oui. Et il y a vraiment voilà, ce côté-là. Et donc, du coup, on finit par créer, en fait, beaucoup de personnes sont dans un excès de contrôle d'elles-mêmes. Et si elles se contrôlent elles-mêmes, elles finissent par contrôler l'entourage et ça devient de plus en plus négatif. Ouais. Voilà, c'était le premier épisode de cette série sur les relations toxiques. J'espère que ça vous a plu. Et dans le prochain épisode, on parlera plus en détail des pervers narcissiques et les étapes de l'emprise, qui sont leurs victimes. On parlera aussi des narcissiques, de la dépendance affective et des troubles de l'attachement. À très vite sur Ils ont osé.